Samba kwanini samba, zeta kwanini zeta, yunga kwanini yunga, namona samumya zazaga. Bungu kuna kwemeno, bandu ya imbe yuwombele, uzonza bakutelele, yanchi zabazonza. Sula meso, ya munu wo, sula meso, ya munu wo, sula meso, ya munu wo, sula meso, ya munu wo. Bonjour peuple congolais, nous sommes le 11 septembre 2020, ici c'était Congo, le Congo d'été travailleurs, le Congo d'été technocrates, le Congo d'été tranquillité, le Congo d'été transfert. Chers compatriotes, toujours dans l'analyse des moyens proposés par les Congolais, pour notre combat afin d'évincer M. Denis Sassou Nguesso et sa bande, il est question d'analyser aujourd'hui la conférence nationale bis. Après avoir déconseillé les autres moyens tels que la manifestation de la rue, la grève des fonctionnaires et des travailleurs, les coups d'État, le Conseil national du dialogue inclusif sous l'égide de Martin Berry, donc de M. Denis Sassou Nguesso, la participation aux élections présidentielles de 2021, eh bien, nous voici aujourd'hui avec la conférence nationale. Un des moyens qui, en 1991, avait permis de faire partir M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Pourquoi ne pas réappliquer un tel moyen qui a déjà fait ses preuves? Ne dit-on pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets? C'est peut-être pour cette raison, ceux qui ont proposé cette stratégie, ce moyen, l'appellent la conférence nationale bis. Mais, nous nous posons un certain nombre de questions. Monsieur Denis Sassou Nguesso sera-t-il vaincu pour la seconde fois par le même moyen? Monsieur Denis Sassou Nguesso sera-t-il vaincu pour la deuxième fois par la même procédure? Eh bien, les réponses à toutes ces questions nous permettront de conclure si la conférence nationale bis est un moyen efficace ou efficient pour notre combat. Mais pour ce faire, nous ferons deux vidéos. Dans la première, donc celle-ci, nous parlerons de l'aperçu succinct de la situation de notre pays, des principaux leviers de la politique de M. Denis Sassou Nguesso, des faits proéminents de la période de Marien Ngouabi. Marien Ngouabi et son histoire de 1970 à 1972, les faits historiques marquants de Marien Ngouabi, les circonstances des coups d'État de Pierre Kinganga. Dans cette rubrique, nous vous parlerons de qui était Pierre Kinganga et quels sont ces faits circonscrits de son coup d'État. Nous vous parlerons par la suite de leçons tirées par Marien Ngouabi suite à ce coup d'État, des circonstances du deuxième coup d'État, celui de Ange Bidié Diawara. Ici également, nous vous parlerons de Ange Bidié Diawara et quels ont été les faits de son coup d'État. Par la suite, nous vous parlerons de la situation après donc cette tentative de coup d'État. Nous vous parlerons de Marien Ngouabi qui a été pris dans la nasse et tissé par ses proches. Quelles ont été les leçons dégagées après le coup d'État de Ange Bidié Diawara? Et nous vous parlerons proprement dite de la conférence nationale de juillet 1972. Nous ferons donc l'analyse de cette conférence et nous allons le voir sur le plan politique et sur le plan économique. Et enfin, quel questionnement pour la conférence nationale de 1972. Dans la deuxième vidéo, vu que nous ferons notre questionnement de la conférence nationale 1972
dans cette vidéo. Eh bien, dans la deuxième vidéo, nous vous parlerons de la conférence nationale souveraine de 1991 et nous ferons également le questionnement. C'est donc suite à ces deux constats, à ces deux questionnements que nous allons projeter l'étude de la nouvelle conférence nationale, qui semble-t-il aux yeux de ceux qui ont proposé donc cette conférence nationale bis émanerait des cendres de la conférence nationale souveraine. Peuple congolais. Voilà le corps qui fera le vif de notre étude sur le thème qu'on appelle la conférence nationale bis. Peuple congolais. Quel est donc l'aperçu succinct de la situation de notre pays? Le régime de M. Denis Sassou Nguesso a mis à l'envers des valeurs morales qui ne favorisent le vivre ensemble et n'encouragent le développement économique de notre pays. Il a en modèle la prédation, le vol, la concussion, la corruption, la prostitution politique, l'irrespect du bien public et de la vie humaine désacralisée. Un véritable pandémonium pour les Congolais dont plus de 50% vivent en dessous du seuil de la pauvreté malgré des budgets colossaux qu'a connu notre pays. Quels sont donc les principaux leviers sur lesquels s'appuie la politique de M. Denis Sassou Nguesso? Il est une constante historique qui permet de caractériser l'exercice du pouvoir par M. Denis Sassou Nguesso et de décrypter les stratégies qu'il a durement mises en œuvre. Il ne trouve sa pleine réalisation que par la mise en œuvre des 5 principaux leviers, à savoir l'instabilité institutionnelle, l'absence de l'état de droit, la préférence ethnique, l'exacerbation de la répression et enfin l'accaparation totale des moyens de l'État. L'instabilité institutionnelle est essentiellement la stratégie de base pour le règne de M. Denis Sassou Nguesso, laquelle lui permet de contourner à tous les coups tous les principes de droit et obligations fixées par la loi fondamentale ou la Constitution. Pour ne pas appliquer une règle de droit, M. Denis Sassou Nguesso la change ou la modifie à sa guise à chaque fois que bon lui semble. Mais cette stratégie héritée de 1968 explique l'inexplicable multiplication d'actes fondamentaux et de constitutions dans notre pays, soit une dizaine de constitutions et plus de 10 actes fondamentaux en 52 ans, de la Première République du 2 mars 1961 à la Constitution du 25 octobre 2015. Avec plus de 38 années au pouvoir, M. Denis Sassou Nguesso se prépare de se représenter de nouveau aux élections présidentielles de 2021, tant bien même qu'ils veulent l'organiser en 2023. Il fait semblant de n'être pas ébranlé, empêché de conserver le pouvoir pour les 5 prochaines années. Même pas les enquêtes internationales le visant pour des biens acquis et de génocide commis dans le pool. M. Denis Sassou Nguesso a compris comment rester au pouvoir. Il est devenu ces derniers mois, sinon ces derniers temps, l'homme du combat écologique africain, médiateur de la crise libyenne pour paraître sur la scène internationale. M. Denis Sassou Nguesso essaie de ne pas sembler être déstabilisé par des différentes accusations de détournement de biens publics par ses proches et par son fils Denis Christelle Denis Sassou Nguesso. Mais à Brazzaville, les jours passent et ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas pour lui, vu que désormais M. Denis Sassou Nguesso est désaxé, fragilisé de ses repères
Parmi ses repères, justement, la France, Société Totale, ENI, le FMI, la BAD. Les nuages sombres sur le ciel congolais présagent la situation au CPI et aux autres organismes de droits humains. En plus, au flot des critiques et accusations dans des presses et des réseaux sociaux, rend désormais vulnérable l'homme de Yo. Il faut se dire qu'à date, notre pays, le Congo, a été dirigé par 6 présidents, dont 3 sont des civils issus de la partie sud du pays, 2 du Poul et 1 du Niari, et 3 autres issus des militaires qui sont issus de la partie nord, tous originaires de la cuvette. Et c'est donc dans le mandat des présidents militaires que notre pays a eu à initier 2 conférences nationales. La première conférence nationale s'est tenue en juillet 1972 sous la présidence de Marien Ngouabi. Et la seconde du 25 février au 10 juin 1991 sous la présidence de Denis Sassou Nguesso. Quels sont donc les faits proéminents de la période de Marien Ngouabi? En 1970, dans l'armée et dans les organes politiques, l'homme fort était le capitaine Marien Ngouabi. Il devient commandant, mais n'est pas du goût de tout le monde. C'est alors le 23 mars 1970 que Pierre Kinganga, un officier sudiste connu pour ses idées anti-marxistes, va alors tenter un putsch. Le régime politique y voit la manœuvre de l'impérialisme américain. Marien Ngouabi revivra la même situation 2 ans plus tard. Le 22 février 1972, avec le putsch manqué du lieutenant Ange Bidier Diawara. Quelle sera donc l'histoire de Marien Ngouabi de 1970 à 1972? 2 années un peu spéciales pour Marien Ngouabi. En fait, en 7 ans, Marien Ngouabi n'aura peut-être que 2 ans de répit, de 1974 à 1975. Parce que dès ses débuts, il a affaire à plusieurs événements. D'abord, à 2 complots. L'un de droite avec Pierre Kinganga et l'autre à gauche avec Ange Bidier Diawara. Mais il va aussi faire face à une contestation des étudiants, à une opposition de droite. Il va aussi faire l'accident de l'hélicoptère, un accident qui sera attribué à Joachim Yombi Opango, le chef de l'état-major. Mais dans le temps, en 1977, il va aussi connaître son assassinat avec M. Denis Sassou Nguesso. Donc, il faut reconnaître quand même que le contexte de l'époque était très particulier. Nous étions en pleine guerre froide avec un monde bipolaire. Même si certains pays se disaient non alignés, en réalité, beaucoup de ces pays se rangeaient soit derrière le bloc de l'Ouest, qui avait pour chef de file les États-Unis, soit derrière le bloc de l'Est, avec pour leader incontesté l'URSS. En 1968, le Congo était dirigé par un jeune Congolais de 30 ans, comme chef de l'État, Marien Ngouabi. Il est commandant au sein de l'armée congolaise. La ligne politique du Congo est claire. On est rouge. Le Congo avait opté pour
un socialisme bantou sous la présidence d'Alphonse Massamba Deba, de 1963 à 1968. Le marxisme bat son plein. Le président Alphonse Massamba Deba a entraîné dans son mouvement certains jeunes, tels que André Ombessa, Ambroise Edouard Noumazalaï, Pascal Lissouba, pour ne citer que ces trois, qui avaient poussé le président de la République, Alphonse Massamba Deba, à prôner pour cette ligne politique. Mais suite au départ de Alphonse Massamba Deba et de la disparition de son mouvement national de la Révolution en cycle, le MNR, au profit du Parti congolais du travail en cycle, le PCT, le pays est resté au rouge. Et c'est donc à partir de l'année 1970, l'enthousiasme qui a accompagné la prise de pouvoir de l'adepte du socialisme scientifique va progressivement s'émousser, fort de la situation économique qui se dégrade au pays. Cela se manifeste par des cascades de grève à Brazzaville. Mais Marien Ngouabi ne se livre pas en bataille pour accuser la puissance colonisatrice, la France, d'asphyxier l'économie congolaise. La puissance colonisatrice n'est pas le seul dans le viseur de Marien Ngouabi, car les implications de Mobutu, du Zaïre et du Bongo, du Gabon, sont très engagées. Ces deux présidents n'apprécient guère de voir un pouvoir populaire qui courtise avec Moscou, avec Pékin et avec Cuba, alors que ces deux présidents sont dans le giron capitaliste. Quels sont donc les faits historiques marquant l'histoire de Marien Ngouabi? Le 4 septembre 1968, démission du président Marien Ngouabi, démission du président Alphonse Massamba Deba. L'annonce est faite sur les ondes de la Voix de la Révolution par le capitaine Marien Ngouabi, président du CNR, Conseil national de la Révolution, et ministre de la Défense. C'est lui-même qui va faire la déclaration. Et dans la lettre de démission adressée au président du CNR, l'ancien président Alphonse Massamba Deba lui demande d'assumer les fonctions du président de la République, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Mais l'homme fort du moment, le capitaine Marien Ngouabi, ne se précipite pas de s'emparer du pouvoir. Le 7 septembre 1968, le CNR aménage l'acte fondamental et supprime la fonction du président de la République. C'est donc Alfred Raoul qui sera nommé Premier ministre et qui sera chargé d'assurer l'intérim à la tête de l'État jusqu'à la mise en place des institutions définitives. Le 31 décembre 1968, l'acte fondamental est de nouveau modifié et réintroduit la fonction du président de la République. Le CNR sera réduit à 28 membres et le CNR devient un véritable organe de pouvoir. Sauf que les proches de l'ancien président Alphonse Massamba Deba sont exclus. Le chef du CNR, Marien Ngouabi, est proclamé président de la République. Il prend les rênes d'un pays d'à peine 1 million d'habitants, dont l'économie repose sur l'agriculture, l'exportation du bois, l'exploitation minière, le transport, notamment le chemin de fer Congo-Océan, et un tissu industriel relativement modeste. Lors de son premier discours, le président Marien Ngouabi va faire un rappel que la guerre de 1959 entre les Mboshi et les Lari demeurait encore une plaie incurable. Le 25 janvier 1969, l'hélicoptère présidentiel s'abîme dans le fleuve Congo vers Kintélé à 25 km de Brazzaville. Sur les 6 militaires de l'escadrille aérienne qui prenaient place à bord, dont l'âge variait entre 23 et 26 ans, un seul s'en est sorti vivant.
le 25 février 1969, le CNR se réunit de 9h à 16h30 et adopte le projet créant la Cour révolutionnaire de justice. Une ordonnance est alors publiée le 7 février précisant les fonctions de cette Cour en article 2, nous citons. En cas de menace grave contre la Révolution ou des troubles portant atteinte à l'ordre public ou à l'autorité de l'État, le chef de l'État, sur décision du bureau politique, devra, par décret pris en Conseil des ministres, décider de l'installation de la Cour révolutionnaire de justice pour réprimer les crimes et les délits spécifiés aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente ordonnance. Fin de citation. Quelques jours plus tard, Félix Mouzabakani, soupçonné de préparer un coup d'État, est alors arrêté en compagnie de d'autres officiers. Kinganga impliqué s'enfuit à Kinshasa. La Cour révolutionnaire présidée par Simon-Pierre Ngoni Bansari, secondé par Christophe Mukwege, condamne alors Félix Mouzabakani aux travaux forcés à perpétuité. Le 29 mai 1969, la Cour révolutionnaire de justice s'est prononcée sur le cas de Jacques de Breton et ses co-accusés. En fait, dans la nuit du 13 au 14 mai 1969, Jacques de Breton, accompagné de ses recrues, s'est rendu au domicile du capitaine Portela, qui l'a contraint, après l'avoir blessé, de le conduire chez le secrétaire d'État à la Défense nationale, le capitaine Augustin Poignet. Jacques de Breton, français, se disait au service d'une organisation appelée ORA, c'est-à-dire Organisation de renseignement et action, dont le siège serait à Francfort, en Allemagne. Il aurait été recruté par un certain Saint-Martin, résident semble-t-il à Genève en Suisse. Il avait affirmé être arrivé au Congo-Brazzaville avec pour mission de renverser le gouvernement de Alphonse Massamadeba. Il avait été inculpé de 5 chefs d'accusation crimes d'espionnage, crimes d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, coups et blessures contre l'officier de l'APN, atteinte à la sécurité extérieure de l'État et enfin tentative d'évasion avec bris de prison. Le 31 mai 1969, la Cour révolutionnaire de justice, présidée par Maître Anselme Mandelo, a jugé les co-accusés congolais. Elle a prononcé les sentences suivantes. De Breton, travaux forcés à perpétuer et 1 million de francs d'amende. Ici, cette condamnation n'était que de principe parce que nous ne pouvons pas juger en français. Par contre, Pierre Kinganga, alias Siroko, peine de mort par contumace, Bukakanganga, 20 ans de travaux forcés par contumace, Corentin Malela, 2 ans de prison ferme, Adrien Malonga, 1 an de prison avec sursis, Pierre Lumina, 1 an de prison ferme mais a vu sa peine absoute. 3 autres inculpés ont été acquittés. Le 19 juin 1969, le capitaine Barthélemy Kikadidi, Fouetti et 17 autres personnes sont arrêtées pour tentative de coup d'État en faveur de l'ex-président Alphonse Massamadeba. Ils sont donc condamnés à des peines d'emprisonnement diverses. Barthélemy Kikadidi sera alors radié de l'armée. Le 24 juillet 1969,
va avoir un procès de Félix Mouzabakani à Brazzaville. C'est donc après 10 longues séances que la Cour révolutionnaire de justice avait rendu son verdict sur ce qu'on appelait l'affaire Mouzabakani. Cet officier de l'armée, ancien ministre de l'Intérieur, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Dès 1969, les groupes des officiers militaires nordistes au pouvoir renforcent leur loyauté auprès de Marien Ngouabi. Ils vont donc fomenter plusieurs coups d'État durant tout le mandat de Marien Ngouabi, avec l'implication ingénue des officiers originaires du Sud. En fait, en réalité, des coups d'État n'étaient que des stratagèmes pour impliquer les officiers du Sud afin de les arrêter, de les juger et de les éliminer physiquement. Parce que jugeant trop influents et trop encombrants. Et même dans cette procédure, plusieurs civils vont donc être arrêtés et tués. En octobre 1969, Bernard Kolela, justement, est arrêté à titre de témoin dans l'affaire de triple assassinat de Matsokota, Poabou et Masweme de février 1965. Le 7 novembre 1969, alors que Bernard Kolela se trouvait à la prison centrale de Brazzaville, il est accusé d'être le principal organisateur d'un complot visant à renverser le régime dirigé par le président Marien Ngouabi. Il est alors exposé au stade Eboué avec ses compagnons d'infortune, pris d'assaut par une foule compacte. Le 8 novembre 1969, la radio appelée La Voix de la Révolution va déclarer un complot venant d'être déjoué dans la nuit du 7 au 8 novembre 1969. 30 personnes ont été arrêtées, parmi eux Bernard Kolela, qui avait été condamné par contumace pour trafic d'armes en 1964, qui avait été également gracié le 31 juillet 1968. Pour le président Marien Ngouabi, jamais, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on avait enregistré un si grand complot contre notre nation. Le 8 novembre, à partir de 13h, les Brazzavillois ont été invités d'aller voir les armes, les munitions saisies au domicile de M. Bernard Kolela. Mais le président Marien Ngouabi, usant de son droit de grâce, va refuser d'appliquer la sentence suprême prononcée par la cour martiale. Il fera communier Bernard Kolela en prison à vie. Le 9 novembre, les membres du CNR avaient décidé de créer une cour martiale devant pour connaître dans les détails les plus courts les atteintes spéciales à la Révolution. Le 20 novembre 1969, la Cour révolutionnaire d'exception, composée des membres de la Cour martiale, des présidents et vice-présidents de la Cour suprême, de la Cour révolutionnaire de justice, s'est donc penchée sur le problème des assassinats politiques perpétués dans la nuit du 15 au 16 février 1965, où 3 hauts fonctionnaires, Lazare Matsokota, procureur de la République, Joseph Pouambou, président de la Cour suprême, et Anselme Masweme, directeur de l'Agence congolaise d'information, avaient été enlevés et assassinés. La Cour révolutionnaire d'exception avait entendu Alphonse Massamadeba, ancien chef de l'État, les anciens premiers ministres, Pascal Lissouba et Édouard Ambroise Noumazalaï, et aussi d'autres personnalités telles que Jean-Baptiste Lunda, Ernest Claude Ndala, Étienne Malonga, Joseph Loubassou et Joseph Mampuya. Alphonse Massamadeba et Pascal Lissouba et Ambroise Noumazalaï vont être condamnés à 2 ans de suspension d'activité politique au sein du parti
et d'interdiction de sortir du territoire pour n'avoir pas réagi en responsable politique avisé. Jean-Baptiste Lunda et André Ombessa, eux, vont être condamnés à 1 an de suspension d'activité politique et interdiction de sortir pour les mêmes motifs. La Cour avait dénoncé les responsables des enlèvements des victimes. Vander Resen Antoine, qui était le directeur de cabinet de M. Pascal Lissouba, Mabungu Mbimba, membre du comité central et ex-président du Conseil économique et social, Michel Bindi, ancien directeur général de la Sûreté. Les deux autres, Antoine Gaillot et Félix Kanoukonou, ont été inculpés et condamnés respectivement à 5 ans et 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Pierre Kinganga, Aimé Matsika, Michel Bindi, Prosper Ngandjan et Mabungu Mbimba ont été condamnés à mort par contumace. Du 29 au 31 décembre 1969, va se tenir à Brazzaville un congrès constitutif du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail se définit alors comme un parti unique d'avant-garde d'idéologie marxiste-léniniste. La nouvelle constitution est donc promulguée à cette occasion. Le président de la République est devenu en même temps chef du parti en qualité de président du comité central du PCT. La République du Congo devient République populaire du Congo. Les symboles de la République sont changés. Le drapeau tricolore vert, jaune, rouge est remplacé par un drapeau rouge avec une houe et un marteau jaune entrecroisés entourés de 2 palmes vertes. L'hymne national congolaise est remplacé par les 3 glorieuses. Le Parlement est supprimé. La République populaire du Congo est désormais dirigée par un régime d'obédience marxiste. Le 30 décembre 1969, la nouvelle constitution de la République populaire du Congo est rédigée. Le 3 janvier 1970, promulgation de la nouvelle constitution de la République populaire du Congo qui avait été adoptée par le congrès constitutif du PCT. Le 7 janvier 1970, le président Marien Ngouabi va leur prêter serment en présence de plusieurs milliers de militants, des membres du comité central et du bureau politique du PCT, des membres du Conseil d'État et de la Cour suprême et du corps diplomatique. C'est donc dans cette ambiance morose que nous venons de décrire, dans cette ambiance difficile, que va donc vivre Marien Ngouabi. Marien Ngouabi traverse des moments très perturbants. La violence s'installe dans le pays. La violence devient comme mode de gouvernance. Le discours guerrier remplace des débats idéologiques entre les modérés de Pascal Lissouba et les extrémistes d'Edouard Ambroise Noumazalaï. L'installation de la théorie politique et du marxisme-léninisme congolais s'accompagne des slogans porteurs de sémantiques guerrières tels que le pouvoir est au bout du fusil, seule la lutte libère, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Tu avances, nous avançons. Tu t'arrêtes, nous te pointons. Tu recules, nous t'abattons. Ceci fait que Marien Ngouabi souffle du chaud et du froid. Mais ce que Marien Ngouabi ne peut s'imaginer, c'est que la source de ce vent
vient de ses frères du Nord. Marien Ngouabi ne peut s'imaginer que Sassou et Yombi sont donc à l'origine de toutes ces perturbations que Marien Ngouabi est en train de traverser. Quelles sont donc les circonstances du coup d'État, le premier coup d'État que Marien Ngouabi va connaître? Le coup d'État de Pierre Kinganga. Le régime révolutionnaire du marxisme mené par Marien Ngouabi et ses coéquipiers est couvert de parures de calamités de tribalisme, astucieusement caché et sous un soi-disant langage révolutionnaire qui se déclarait socialiste scientifique. Indigné, Pierre Kinganga alias Siroko. En fait, on l'appelait Siroko parce qu'il avait l'habitude de rouler à toute vitesse sur sa Vespa. Donc je disais, Pierre Kinganga aurait réussi à s'infiltrer jusqu'au présent de certains responsables qui fréquentent les allées du pouvoir. Il avait une réputation d'un officier bagarreur. Il était souvent sûr de lui-même. Ce jeune officier va tenter une mission qui était très difficile. Celle de renverser les institutions de Brazzaville, tout en liquidant le président Marien Ngouabi, bien qu'il ne disposait pas d'un réseau solide de complicité au sein de l'armée. Pierre Kinganga aurait cru naïvement à l'amitié avec Joachim Yombi Opango. Ils s'entendirent pourtant à organiser un coup d'État. C'est justement pendant le séjour de Marien Ngouabi à Pointe-Noire que le lieutenant Pierre Kinganga improvise un putsch. Sur le plan militaire, l'organisation est très mal ficelée. L'organisation ne reposait pas sur des agrégats classiques inhérents de ce type de situation. Aucune caserne militaire ne lui a été acquise. Il avait ramené de Kinshasa un commando d'environ de 30 individus qui portaient des bérets rouges écarlates qui se distinguaient de ceux portés à la caserne de Mayamaya. Mais qui était réellement Pierre Kinganga? Eh bien, Pierre Kinganga, alias Siroko, était formé à l'école générale Leclerc des enfants de troupe, de 1961 à 1963. Il est à l'école militaire d'application de Saint-Maxent en France, dont il sort avec le grade de sous-lieutenant. Il est nommé lieutenant par la suite. De 1965 à 1966, Pierre Kinganga a suivi une formation à l'école supérieure de commandement de troupes aéroportées à Riazan, en Russie. En 1968, Pierre Kinganga est arrêté par le régime de Alphonse Massamadeba pour des complots subversifs. Il lui est reproché pour son implication dans la tentative du mercenaire français Jacques de Breton. Il est libéré en juillet 1968 lors de l'insurrection qui prélude la chute du président Alphonse Massamadeba. Alors, quels sont donc les faits de ce coup d'État? Dès 1969, Pierre Kinganga se brouille avec le nouveau régime de Brazzaville, c'est-à-dire le régime de Marien Ngouabi. Il est donc contraint à l'exil en République démocratique du Congo, où il ne reviendra à Brazzaville que le 23 mars 1970.
Effectivement, le 23 1970, le 23 mars 1970, Pierre Kinganga est donc revenu avec un commando, comme je l'ai dit, composé à peu près d'une trentaine d'individus, qui seront positionnés comme tête de pont de la manœuvre et devaient être appuyés par les gendarmes du camp de Bifouti. Tout ceci sous la supervision du capitaine Augustin Poigny. Augustin Poigny, lui, qui avait déjà déjoué le coup de Jacques de Breton que nous avons parlé. Jacques-Augustin Poigny, à son tour, devait être secondé par le gendarme, le capitaine Miawama. C'est donc à 1h du matin du 23 mars que l'adjudant-chef Koutou et le chef de poste adjoint de la garde républicaine ne purent passer à l'acte de l'insurrection. Les commandants armés depuis Kinshasa avaient traversé dans la nuit. Ils vont donc s'emparer de la radio congolaise, la voix de la révolution congolaise, comme on l'appelait. Ils vont donc lire un discours qui annonce la fin du régime de Marien Ngouabi, avant de conclure par la diffusion de l'ancien hymne national, la congolaise. Dans la cité, des scènes de liesse ont lieu spontanément. L'on a brandi dans les rues des petits drapeaux aux anciennes couleurs nationales, vert, jaune, rouge, lorsque Siroko passe par le marché total pour haranguer la population. Des foules de jeunes les suivent et vont se rassembler devant le siège de la radio. Ce fut alors un coup de tonnerre dans la ville et dans le pays, où l'unique média radiophonique, la radio de la voix de la révolution, qui avait l'exclusivité sur tous les territoires, diffuse les communiqués des commandos. C'est donc pendant que le coup d'État est en pleine opération, Joachim Yomé Opango, le chef d'état-major, feint alors de changer d'avis et déclare sa loyauté à Marien Ngouabi. La fête va brutalement tourner au bain de sang quand l'armée populaire nationale arrive sur les lieux et engage là la contre-attaque contre les commandos à l'arme lourde. En début d'après-midi, le commandant Marien Ngouabi, qui est rentré de Pointe-Noire, annonce l'écrasement de la contre-révolution. Dans l'arrière-cour de l'immeuble de la radio, les forces loyalistes liquident les derniers survivants qui se sont rendus. Le lieutenant Pierre Kinganga sera retrouvé et abattu. Dans l'après-midi, un meeting est organisé à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville. Il est présidé par Marien Ngouabi lui-même. Après ce meeting, le président adresse un meeting à la nation. Le capitaine Augustin Poigny, qui était dans les coups, réussit à s'enfuir à Kinshasa. Un communiqué officiel demande sa capture, mort ou vif. Au cours de ce meeting survolté, Kinganga est exposé vêtu d'une culotte noire torse nu. On avait mis dans sa bouche une coupure de dollars américains pour signifier qu'il était un vendu, qu'il était un traître, qu'il voulait beaucoup d'argent. Le capitaine Miawama, lui, va tenter de s'enfuir sans succès dans un tunnel à Makelekele. Le capitaine Poigny, qui avait pu tirer son épingle du jeu, puisqu'il avait réussi à
aller à Kinshasa, mais le piroguier qui l'avait aidé à atteindre la rive gauche du fleuve fut assassiné. Le cadavre de Pierre Kinganga et celui des membres de son commando tombés avec lui restent longtemps exposés devant l'immeuble de la radio. Plus de 6 officiers prétendus complices seront condamnés à mort par la cour martiale. Ils seront fusillés le 29 mars 1970 vers Matsula, dans le district de Mbandandunga. Et donc, on peut citer parmi les personnes qui avaient été fusillées le commandant Michel Kiyindou, le capitaine Albert Miawama, adjudant-chef André Nkoutou, le maréchal de logis Jean-Marie Mengo et le sergent-chef Akablon Kakou. Bien d'autres civils furent exécutés et de nombreux hauts fonctionnaires du sud du pays sont alors frappés par des mesures d'épuration. Cet échec de coup d'État va donc marquer la victoire des officiers du Nord. Sassou, pour savourer et marquer cette victoire, fera une photo historique en tenue militaire marchant sur le cadavre de Pierre Kinganga. Les photos seront vendues dans les marchés publics. Donc, suite à tous ces événements, quelle leçon Marien Ngouabi avait donc tiré de ce coup d'État? Eh bien, du 30 au 2 avril 1972, le PCT se réunit en congrès extraordinaire. Suite donc à cette tentative de coup d'État, le bureau politique est élargi à 10 membres au profit d'Ambroise Noumazalaï et du capitaine Denis Sassou Nguesso. La gendarmerie, dont la loyauté n'a pas été totale durant les événements, sera dissoute et ses membres seront incorporés dans l'armée. Le Conseil d'État est remanié. Quelques mois après la création donc du Parti congolais du travail. L'aile gauche du parti, composée de Edouard Ambroise Noumazalaï, Ernest Ndalagaye, Ange Bidier Diawara, Luc Kimboalankaya, Kombo Machona, Camille Bongo, Jean-Pierre Assoua, commence alors à contester le leadership de Marien Ngouabi, lui reprochant son apathie face à la recrudescence de la corruption et une gestion ethnique du pouvoir. En mars 1971, Martin Berry va distribuer des tracts dénonçant justement le tribalisme du président Marien Ngouabi. Malgré cela, quelques fidèles marquent toujours leur loyauté au président Marien Ngouabi. Et donc parmi eux, on peut citer Denis Sassou Nguesso, Yombi Opango, Pierre Anga, etc. Le 31 juillet 1970, par décision numéro 0023-PCE-MDN du président du PCT, président de la République, chef de l'État, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, chef de bataillon, M. Marien Ngouabi, suspend le commandant Jacques Joachim Yombi Opango de ses fonctions de chef de l'état-major de l'armée populaire nationale. Le 29 août 1970, l'ancien ministre Stéphane Maurice Bongo-Noira est arrêté pour complot contre-révolutionnaire. Un mois plus tard, il est condamné à 10 ans de travaux forcés. Le 19 août 1971, il va y avoir fermeture des missions diplomatiques entre les deux Congos, Congo démocratique et Congo-Brazzaville. Alors que le 16 juin 1970, les deux Congos venaient de noyer leur hache de guerre
Même la cérémonie de réconciliation s'était tenue au milieu du fleuve Congo. Après donc une longue période de bruit et d'incidents au sujet du procès du 14 août 1971 à Kinshasa contre les membres de la Ligue congolaise de la paix et de l'amitié entre le peuple, en cycle l'ICOPA, le ciel entre ces deux pays venait de s'éclaircir. Le 21 août 1971, la voix de la révolution congolaise annonce l'arrestation d'Ando Ibarra Pierre, accusé de procès l'ICOPA de Kinshasa. Le président Marien Ngouabi adresse alors des messages au chef de l'État signataire du manifeste du 16 juin 1970, les invitant à se faire représenter au procès Ando Ibarra le 22 août 1971. Du 27 au 31 décembre 1971, lors de la session extraordinaire du comité central du PCT, il y aura une tournure d'épreuve de force entre le clan de Marien Ngouabi et certains membres du Parti congolais du travail. Au cours donc d'une réunion du bureau politique du comité central du PCT, seront donc prononcées des exclusions. De l'aile gauche, on peut citer Ndalaga Nkombo Machona, et de l'aile droite, Alfred Raoul. Marien Ngouabi va donc résoudre cette crise en épurant du parti le commandant Alfred Raoul, comme je venais de le dire, et Ernest Ndalaga, mais aussi le bureau de la CSC sera aussi concerné. Ce qui fait que Gando devient le secrétaire général jusqu'à son éviction en 1976. Alors que Marien Ngouabi est donc dans cette tourmente totale, pendant que Marien Ngouabi est en train de vivre des situations très difficiles, voilà que 2 ans après, il va connaître un autre coup d'État. C'est le coup d'État manqué par Ange Bidier Diawara. Le régime sera très perturbé. Marien Ngouabi ne s'en reviendra pas de savoir que c'est son homme de main, c'est son homme de confiance avec qui ils ont créé le Parti congolais du travail ensemble, qui cherche justement à le renverser. Alors, quelles sont donc les circonstances du coup d'État de Ange Bidier Diawara? C'est d'abord pour la bourgeoisie bureaucratique qui s'installe dans le pays, qui s'installe au pouvoir, avec l'élimination de la Géminaire. Cette bourgeoisie n'est pas homogène. Elle comprend à sa droite un capitalisme libéral et à sa gauche un capitalisme d'État. Cette distinction recoupe des alliances plus complexes fondées sur des origines ethniques, régionales, scolaires, militaires, religieuses, amitiés de procès. La rotation des cadres est si rapide que la tantine des situations tend à brouiller les cartes et les objectifs politiques. Cette tentative de coup d'État d'inspiration idéologique réunit les tenants de la gauche radicale au sein du Parti congolais du travail, qui reprochait au président Marien Ngouabi la tendance de son clan à la bourgeoisie, au tribalisme
et au non-respect des principes marxistes. Les termes de droite et de gauche utilisés sont relatifs à la place occupée ou non dans l'appareil de l'État et de l'intégrité morale ou non. Les discours et les pratiques sont discriminants. Même les étiquettes de pro-soviétique, pro-chinois ou pro-français ou de techniciens politiques modérés ou progressistes étaient devenues problématiques. L'opposition symbolique interne et externe tente à subir systématiquement la stratégie d'intégration d'élimination, qui limite la marche de manœuvre, sans compter souvent son imprudence, son manque d'organisation, sa méconnaissance des réalités régionales et son verbalisme. Le 21 février 1972, une rumeur de coup d'État mené par Joachim Yombi Opango court dans Brazzaville. Ange Bidié Diawara, un des derniers chefs de la gauche historique encore au bureau politique avec Marien Ngouabi, tente alors un putsch, malgré l'avis contraire de ses alliés, dans l'impréparation et la confusion. Mais qui était réellement Ange Bidié Diawara? Ange Bidié Diawara est né à Sibiti en 1982. De père congolo-malien et de mère congolaise de Goma Tsetse. Il fait ses études primaires à Sibiti, puis à l'école de la mosquée de Brazzaville. Il fait son bac en 1960 et s'inscrit à l'université. Il obtient une licence en économie en France avant de suivre une formation militaire. De retour au pays, l'homme est volubile, excellent orateur, cultivé. Il sera de tous les événements de son temps. Ange Bidié Diawara joue alors d'une grande popularité auprès de la jeunesse pour son intégrité, pour ses aptitudes aux arts martiaux et de ses talents militaires. De même pour ses capacités théoriques et sa connaissance de la théorie marxiste. De 1963 à 1964, Ange Bidié Diawara dirige la jeunesse de la MNR, en cycle la JMNR. Il devient un leader incontesté de la jeunesse et de la gauche congolaise. En 1968, Ange Bidié Diawara aide activement et avec succès Marien Ngouabi à renverser le régime de Alphonse Massa Madiba. Il sera le premier vice-président du CNR, exécutif de transition. Le 31 décembre 1969, il fait partie des fondateurs du Parti congolais du travail, le parti unique marxiste et léniniste, dont il est membre du bureau politique chargé de la défense et de la sécurité nationale, puis ministre de défense et de l'agriculture, des eaux et forêts. Dès cette période, Diawara reproche à Marien Ngouabi une tiédeur idéologique doublée d'un penchant tribaliste. Il est fustigé de la gestion politique et économique. Il surnomme la classe qui se forme en oligarchie bureaucratique, militaire et tribaliste, en cycle au Bimitri. En décembre 1971, Ange Bidié Diawara et ses amis vont alors tenter de mettre Marien Ngouabi en minorité lors de la session extraordinaire du comité central du Parti congolais du travail convoqué à la suite des grèves estudiantines de novembre 1971. Malheureusement, ce fut un échec pour Ange Bidié Diawara. Alors, il est tout de suite remplacé au gouvernement et au Conseil d'État, mais garde sa place au sein du bureau politique du Parti congolais du travail.
Ange Bidier Diawara, frustré, se rétracte avec ses amis. Le sous-lieutenant Jean-Baptiste Ikoko. Ce dernier est né en avril 1944. Il avait fait ses études primaires à Makwa, puis à Owando, et les études secondaires au collège Champagnard, puis au séminaire de Makwa. De 1963 à 1965, il séjourne aux États-Unis, rentre au pays comme professeur d'anglais. Il intègre alors la défense civile puis l'armée. Il sera l'un des principaux acteurs des événements de février 1972. Mais il y aura aussi le sergent chef Jean-Pierre Oluka. Lui, il était né en 1947. Il avait fait ses études primaires à Fort-Roussé, actuel Owando, puis avait fait ses études secondaires à Brazzaville. Après donc sa troisième, il intègre l'armée congolaise en 1964. Il sera l'un des fidèles de Ange Bidier Diawara jusqu'à son assassinat par le pouvoir de Brazzaville. Un autre camarade, ça sera le Jean-Claude Bakekolo. Jean-Claude Bakekolo est né en 1949. Passe son enfance à Bakongo, un quartier de Brazzaville. Il quitte le collège dès la classe de 4e. Il intègre les rangs de la défense civile puis l'armée. Il sera d'abord un parachutiste, puis un artilleur. Il sera assassiné comme ses 3 autres compagnons par le pouvoir de Brazzaville. Alors, contrairement à Pierre Kinganga, Ange Bidier Diawara avait planifié son coup d'État dans les moindres détails. Surtout en tant qu'ancien membre de la GMNR et de la défense civile, il avait dans son calepin à bord des différents scénarios au sujet de ses ennemis. Des scénarios selon les méthodes décriées. Il avait répertorié ceux qu'il allait intimider, arrêter, liquider et pardonner. En bon marxiste-léniniste, la prise de l'institution qui gérait les téléphones et les télégraphes était impérative pour Ange Bidier Diawara. Mais en dehors de cette institution, il avait également ciblé des pylônes d'électricité qui faisaient le relais à Pointe-Noire. Donc pour lui, ces 2 éléments étaient d'une importance capitale pour la suite de ces événements. Donc en qualité de commissaire politique à l'armée, il savait le rapport de force de l'entreprise qui gérait le téléphone et les télégrammes, mais également pour ces pylônes d'électricité pour la direction de Pointe-Noire. Donc Ange Bidier Diawara savait comment neutraliser la ville de Brazzaville. Quelles
quels ont été les faits qui l'ont poussé de faire un coup d'État. Bien que nous l'avons fleuré dès le début, c'est que pendant que Marien Ngouabi effectue son séjour à Pointe-Noire, Ange Bidié Diawara, comme pour Pierre Okinganga, il improvise le coup d'État pour sauver les idéaux de la révolution. Cet événement restera connu sous le nom de M22, simplement parce que le mouvement avait été mené le 22 février. Tout se passe le 23 février 1972, à 5 h du matin. Le chef d'état-major général de l'armée populaire nationale, le commandant Joachim Yombi Opango, annonce au nom du président Marien Ngouabi que le lieutenant Ange Bidié Diawara venait d'échouer à un coup d'État et qu'il était en fuite. Que des officiers félons et leurs laquins avaient été mis en état d'arrestation et neutralisés. Le commandant Marien Ngouabi, qui se trouvait à Pointe-Noire au moment du coup d'État, avait regagné Brazzaville. C'est donc Joachim Yombi Opango qui l'annonce. Dans l'après-midi, effectivement, le chef de l'État diffuse un message à la radio pour confirmer effectivement que les éléments ambitieux et assoiffés du pouvoir, auteurs de la tentative de coup d'État, étaient en déroute et que beaucoup ont été arrêtés, avait donc-il précisé, et que d'autres, malheureusement, étaient actuellement en fuite. Dans une déclaration écrite distribuée à Brazzaville, le commandant Joachim Yombi Opango, chef de l'état-major de l'armée, à qui on avait attribué la paternité de la tentative de coup d'État, fait un démenti en disant, je cite, qu'il n'ait pas l'intention de s'emparer du pouvoir. Fin de citation. Joachim Yombi Opango assure également que ce sont des quelques éléments du 1er bataillon d'infanterie, commandé par le lieutenant Ange Bidié Diawara, qui se sont donc rendus maîtres de la station de radiodiffusion nationale, La Voix de la Révolution, une radio qu'il contrôlait toujours jusqu'à la fin de la matinée de ce 23 février. Enfin, le chef de l'État a lancé un appel pressant à ces éléments pour qu'ils se rendent, car leur cause était perdue. De nombreuses arrestations ont été opérées. M. Bernard Nkombo-Mationa, ancien président de l'UJSC, le lieutenant Matessa, ancien commissaire du gouvernement, Pascal Lissouba, Edouard Ambroise Noumazalaï, Ernest Ndala, Jean-Pierre Assoua, Alfred Raoult, Camille Bongo, Atondi Momonjo, Benoît Mundelengolo, Gabriel Nzabila, tous avaient été arrêtés, soupçonnés d'avoir participé au coup d'État de Ange Bidié Diawara. Quelle a été donc la situation après donc ce coup d'État raté? Eh bien, le président Marien Ngouabi, quand donc il rentre de Brazzaville, parce qu'il avait fait la déclaration depuis Pointe-Noire, quand donc il va rentrer à Brazzaville, il va donc écouter le chef d'état-major. Par la suite, il s'adresse de nouveau
à la nation par les ondes de la radio. Il fait un résumé des événements et lance un appel pressant à Ange Bidé Diawara et aux autres. Le sous-lieutenant Matumpampolo, Oluka et Mayitela de se rendre, car ils estimaient que leur cause était déjà perdue. Puisqu'ils le savent, il va leur dire que votre sort va dépendre désormais de la révolution et du peuple congolais. Fin de citation. L'échec de ce coup d'État va se traduire par la mort de M. Eli Itsuku. Donc M. Eli Itsuku va trouver la mort. Il ne sera pas le seul. Le musicien Franklin Bukaka sera également tué. Beaucoup d'entre seront arrêtés, que je venais de citer. Et le lieutenant Ange Bidé Diawara va donc prendre le maquis avec Jean-Baptiste Ikoko et quelques camarades dans la forêt de Gomatsetse, le village natal de sa mère dans la région du Poul. Le 26 février 1972, un grand meeting de soutien au président de la République et à l'armée populaire nationale s'est tenu à la bourse du travail, sous l'égide de la CSC. Plusieurs orateurs vont donc intervenir pour condamner la tentative de coup d'État et demander des sanctions sévères à l'encontre des comploteurs. Le 27 février 1972, le lieutenant Prosper Matumpampolo, ancien commissaire du gouvernement au Kwilu, va donc être tué à Pointe-Noire. Le 28 février 1972 sera donc mise en place la cour martiale pour justement répondre aux vœux exprimés par les organismes de masse. Une cour martiale créée par ordonnance. Cette juridiction exceptionnelle sera donc la seule compétente pour juger toutes les personnes auteurs et co-auteurs et complices dans cette tentative de coup d'État. Le 25 mars 1972, le verdict de la cour martiale, après donc ce push manqué d'Ange Bidé Diawara, la voix de la révolution congolaise rend public le verdict de la cour martiale à l'encontre des auteurs justement de ce putsch. En même temps, le décret présidentiel communion en réclusion criminelle et à perpétuer les 52 peines capitales qui avaient été prononcées. Finalement, c'est le 24 avril 1973 que Ange Bidé Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Claude Bakekolo et Jean-Pierre Oluka sont capturés à Kinshasa, sont livrés aux autorités congolaises en échange avec Pierre Moulélé. Vont donc être immédiatement exécutés pendant que le président Martin Ngouabi se trouvait à Pointe-Noire. Leurs corps sont exposés au stade de la révolution actuellement Samadeba par les autorités de Brazzaville qui voulaient en faire un exemple et une mise en scène.
une mise en scène, mais en même temps une mise en garde pour les autres. Finalement, après que Marien Ngouabi ait connu donc 2 coups d'État, quelle lecture fait-on donc dans ce qui se passe autour de Marien Ngouabi? C'est ça que nous avons appelé Marien Ngouabi pris dans la nasse tissée par ses proches. En fait, les circonstances dans lesquelles se sont déroulés le coup d'État de Ange Bidié Diawara ne sont pas sans analogie avec celles du complot de Pierre Kinganga en mars 1970. Dans les 2 cas, les chefs d'état-major de l'APN, Joachim Yombi Opango, avaient d'abord été mis en cause, puis c'est à des subordonnés qu'avait été attribuée la paternité de la conspiration. Les événements dont Brazzaville venait d'être le théâtre prouvent que le pays ne parvient pas à trouver une stabilité perdue depuis 9 ans, depuis l'éviction de l'abbé Fulbert Youlou en août 1963. Le Congo reste encore une proie de factions. Cette situation explique les épurations vigoureuses auxquelles était régulièrement soumis le parti unique, et même jusqu'au sein du bureau politique national, et les procès qui n'épargnaient plus les membres des forces armées et les personnalités civiles. En effet, la purge tendue par les officiers du Nord envers ceux du Sud, à travers les divers coups d'État, était bel et bien mis en exécution. Tout en méconnaissance et de la situation politique et militaire par Marien Ngouabi. Marien Ngouabi ne pouvait s'imaginer qu'il était déjà pris en lasse par Joachim Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso et certains membres du bureau politique. Alors, pour décrier la largesse de Marien Ngouabi, qui avait gracié certains membres tels que Bernard Kolela, tels que Bongo Noira, certains membres du coup d'État de Pierre Kinganga et certains membres du coup d'État de Ange Bidié Diawara, eh bien, Joachim Yombi Opango va faire une pression pour que, à chaque fois qu'il y a des condamnations, que cela soit exécuté. Sauf que Marien Ngouabi va très souvent de son esprit humanitaire, faisait que commuer des condamnations qui étaient souvent prononcées. Ce qui revenait à dire, on le suppose, puisqu'il avait lancé l'appel à Ange Bidié Diawara de se rendre. On comprend pertinemment s'il avait demandé de se rendre, ce n'était pas pour le tuer, mais certainement pour le condamner, pour le condamner à vie. Marien Ngouabi avait une dette morale envers Ange Bidié Diawara. Mais sauf que malheureusement pour lui,
quand on avait livré Ange Bidié Diawara, lui, il se trouvait à Pointe-Noire. Et donc, Sassou s'en est profité. Il s'est précipité de pouvoir le tuer. Surtout que, pour plusieurs raisons. Sassou n'appréciait pas Ange Bidié Diawara. Il était du Sud. Ce monsieur était volubile. Ce monsieur faisait des arts martiaux. Une fois, il avait menacé monsieur, il avait giflé Denis Sassou Nguesso. Surtout que Sassou avait pris sa belle-sœur, Madame Sassou Antoinette. Surtout que ce monsieur était un militaire bien formé, comparé à monsieur Denis Sassou Nguesso. Donc pour toutes ces raisons, il en a profité de régler le compte à monsieur Ange Bidié Diawara. Quelles sont donc les leçons qu'il fallait tirer de ce coup d'État? Eh bien, en acceptant les sacrifices suprêmes de leur perte, de perdre leur vie pour les idées qu'ils défendaient. Ange Bidié Diawara du Poul, Jean-Baptiste Ikoko de la Cuvette, Jean-Pierre Oluka de la Cuvette et Jean-Claude Bakekolo du Poul ont déjoué toute chimérique sur l'incapacité des États post-coloniaux à dépasser le cadre ethnique pour édifier les sociétés justes et accepter la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Peuple congolais, à travers la mort de ces vaillants militaires, il y en avait des leçons à tirer. Alors que les ressortissants du Nord faisaient de pression à Jean-Baptiste Ikoko de se désolidariser de Ange Bidié Diawara, on lui disait pourquoi tu restes attaché à ce monsieur. Jean-Baptiste Ikoko disait, c'est pour l'idéologie. Ce n'est pas pour des raisons ethniques. Ce n'est pas pour des raisons régionales. Ce n'est pas pour des raisons financières. Mais c'est pour des raisons idéologiques. Voilà, peuple congolais. Il y a encore une autre leçon à tirer. Il en était de même pour le vice-président Jacques Opango. Alors qu'il avait appris qu'on avait arrêté le président Youlou. Il va déclarer, il va demander, puisque vous l'aviez arrêté, il faut aussi m'arrêter, puisque j'ai travaillé ensemble avec lui. Peuple congolais, ceci devait servir de leçon par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement entre le nord et le sud du pays. Alors pour revenir au sujet du coup d'État de Ange Bidié Diawara, en fait l'autocritique du M22, qui est donc un testament politique sans doute, est un matériau de première main de l'histoire immédiate, mais aussi une formidable source d'enseignement quand on voit les turpitudes d'une classe politique dont les principales caractéristiques sont l'inconstance et le reniement permanent.
C'est ce que je venais justement de répéter, de dire. Comparativement à ce que nous sommes en train de vivre, nous devons donc tirer de leçons. Peuple congolais, tous ces faits malheureux qui devraient attirer l'attention de Marien Ngouabi pour justement éviter des dérapages et apaiser des situations tendues furent escamotés par Denis Sassou Nguesso, lui qui était chargé de renseignement, lui qui chuchotait à l'oreille du président pour lui dire « Monsieur le Président, tout va bien ». Donc malgré toutes les dissimulations par ses proches, finalement Marien Ngouabi finira par tendre la main aux Congolais et aux Congolaises. Il va demander aux Congolais de se retrouver autour d'une table ronde pour trouver des solutions suite au climat malsain d'instabilité dans le pays voici bientôt 6 ans. C'est ça qu'il avait appelé la conférence nationale. Voilà pourquoi donc, peuple congolais, nous allons vous parler maintenant de la conférence nationale proprement dite en 1972. C'est justement dans cette ambiance que nous venons de décrire, qui était très difficile, que Marien Ngouabi va donc convoquer en juillet 1972 ce qu'on avait donc appelé la conférence nationale, chargée de réfléchir aux grandes orientations du pays dans tous les domaines. Après donc le coup d'état de Ange Bidier Diawara, le président Marien Ngouabi, révolté, réalise qu'il était devenu nécessaire, sinon impératif, d'organiser une conférence nationale dès le 31 juillet au 7 août 1972. La conférence nationale de 1972, que certains Congolais ignorent, que d'autres s'en souviennent à peine, est la preuve et la détermination à la recherche aux solutions des problèmes posés à la nation. On le sait que le Congo a toujours été l'avant-garde des solutions novatrices autour de Mbongi. La conférence nationale de 1972 réunissait toutes les forces vives de la nation, même les étudiants vachards de la Fédération nationale des Noirs en France et Association congolaise des étudiants congolais avaient bien pris part à cette conférence nationale. Quelles ont été donc les leçons tirées de cette conférence nationale? Eh bien, les motivations premières de la tenue de cette conférence nationale étaient des motivations politiques, militaires, sociales, et aussi des motivations dans la gestion catastrophique dans l'administration et de l'exacerbation de l'application et de l'exécution de l'obumétrie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan politique de leçons à attirer? Eh bien, de 1972 à 1973, le système politique s'appuie désormais sur 4 personnes, dont Marien Ngouabi comme chef d'État, Yombi comme chef d'état-major, chef de l'APN, Nzé comme chef du parti et Nkondo comme chef de la CSC. Tous sont originaires du Nord. Voilà donc l'erreur dans laquelle encore Marien Ngouabi persiste, mais sans le savoir. En octobre 1975, Marien Ngouabi va donc remanier le haut commandement militaire. Ce qui fait que le capitaine Victor Tshikakabala remplace Joachim Yombi Opango à la tête de l'APN. Parce qu'il venait de soupçonner que Joachim Yombi Opango était l'investigateur des différents coups d'État
et d'une conduite malveillante. Du 5 donc au 12 décembre 1975, Ngouabi réunit le comité central en session extraordinaire. La direction du Parti congolais du travail fait un constat. Le voici. Manque de cohérence et de dynamisme de la direction politique, du manque de combativité des organes de masse et de mauvaises performances des entreprises d'État dues à l'incompétence et l'inconscience des cadres, à la pléthore des effectifs et à la course effrénée aux avantages matériels. Ce qui fait que certains membres du comité central sont donc exclus. Parmi eux, Joachim Yombe Opango, Martin Berry, Pierre Nzé, Anatole Gando, Jean-Jules Okabando, et le bureau politique du PCT est donc dissous. Marien Ngouabi va donc créer un état-major spécial révolutionnaire, le MSR. C'est celui qui va donc remplacer le bureau politique du PCT. Et donc cet état-major spécial révolutionnaire sera composé de Marien Ngouabi, Jean-Pierre Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Jean-Pierre Ngombe et de Louis Sylvain Goma. Et c'est donc c'est EMSR qui conduira le pays jusqu'au 18 mars 1977, date à laquelle le président Marien Ngouabi sera donc assassiné. Le 18 décembre 1975, un nouveau gouvernement est fondé de 15 ministres. Le 28 décembre 1975, par décret présidentiel, M. Denis Sassou Nguesso est nommé délégué du Conseil d'État chargé de la défense et de la sécurité. Le 19 mars 1976, quelques semaines après tout ce grand changement, l'hélicoptère du président de la République s'écrase dans la forêt du Nord, avec à son bord Marien Ngouabi, le commandant Kakou, le professeur Diamant et l'homme d'affaires Nicoloso. Bilan, 2 morts. Les seuls survivants de ce crash sont Marien Ngouabi et le commandant Kakou. De retour à Brazzaville, après 5 jours sans nouvelles, Marien Ngouabi fait le ménage à la tête de la CSCC. Jean-Michel Bokamba Yangouma remplace Anatole Kondo et Jean-Pierre Ngombe remplace Jean-Jules Okabando à l'UJSC parce que jugé responsable du crash qui venait de se passer. M. Nzé subira aussi une déclic en 1976 à cause du complot du 24 mars. Il ira s'exiler à Zanaga en brousse. Il ne sera de retour à Brazzaville quand Sassou va donc le nommer ministre des Affaires étrangères. Début mars 1977, Marien Ngouabi sentant le mauvais vent tourner en sa défaveur, lors d'un meeting populaire organisé par l'URFC, il s'en prend violemment à l'impérialisme français, qu'il tient pour responsable des difficultés économiques du pays. Il prononce cette phrase utopique pour l'histoire. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Fin de citation. Le 18 mars 1977, à 14h30, le président Marien Ngouabi est sauvagement abattu dans l'enceinte de la résidence. Le médecin Nkukambemba, légiste, le déclare mort. Sauf qu'il constate que le corps du président Marien Ngouabi est criblé de balles, mais porte encore des vêtements neufs sans tache. Alors, contrairement
aux crimes attribués aux hommes du pôle à la suite de la mort de Marien Ngouabi, où on disait que les Bakongo Babomi Mariens, pendant la conférence nationale souveraine, il a été démontré et confirmé que M. Denis Sassou Nguesso est bel et bien l'assassin de Marien Ngouabi. Peuple congolais, je vous ai mis ici, comme vous pouvez le constater, l'acte qui a été signé à la conférence nationale souveraine. C'est l'acte numéro 284-91-CNS-P-C, conférence nationale. Vu l'acte numéro 003-CNS-P-S du 4 juin 1991 portant adoption de l'acte fondamental portant l'organisation du pouvoir public durant la période de transition, vu le décret numéro 91-015 du 9 février 1991 portant convocation de la conférence nationale, vu le règlement intérieur de la conférence nationale souveraine du 11 mars 1991, notamment en ses articles 1, 9, 40 et 41, décide, article 1er, le ministre de la Défense et Sécurité en fonction en 1977 est reconnu individuellement responsable des assassins commis par le CMP dans la période allant du 18 mars au 2 avril 1977 inclus. Article 2. Le présent acte exécutoire immédiatement et d'urgence sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 22 octobre 1991 pour la conférence nationale souveraine, le président du présidium, Monseigneur Ernest Nkombo. Voilà, peuple congolais, l'acte qui a été signé à la conférence nationale et qui a démontré que Marien Sassou, c'est lui qui a été à l'origine de la mort de Marien Ngouabi, qui a été à l'origine de la mort du cardinal Émile Biayenda et du président Alphonse Massamba Deba et tous les autres qui ont trouvé la mort pendant cette période. Et je peux vous dire, c'est cet acte, c'est cet acte signé par Ernest Nkombo qui avait précipité sa mort. Sassou l'en avait gardé dedans jusqu'au point où il l'a tué. Donc ça, c'est ce qu'on venait de dire sur le plan économique de ce qui a été tiré. Maintenant, passons sur le plan politique et sur le plan économique. Après qu'on ait fini donc le plan politique, sur le plan économique, bien que Marien Ngouabi hérite du pays dont la corruption a été presque totalement éradiquée par le régime de Alphonse Massamba Deba, la situation économique de l'État est saine. Un grand handicap du pays est celui de manque de ressources humaines qualifiées de haut niveau. Le Congo ne dispose que d'une poignée d'universitaires, d'ingénieurs, des juristes ou des experts comptables et moins de centaines de médecins. Mais cependant, avec un taux de scolarisation de 95%, tous les espoirs et les rêves des Congolais semblaient permis. Pendant la période pré-indépendante, Jacques Opango exhorte alors les jeunes de la partie septentrionale de s'encourager de faire des formations afin d'occuper des fonctions importantes au sein de l'administration républicaine et de l'armée. Il encourageait les formations et non le patronage par affinité ethnique au détriment de la méritocratie. Malheureusement, sous Marien Ngouabi, nous assisterons à l'épuration des cadres du Sud dans l'administration au profit des agents
originaire de la partie septentrionale, sans qualification. Ainsi, il va inventer les fameux modes de recrutement Yaka Noki Noki Tikenayo et Kofutamawa. Début 1973, l'État peine alors à équilibrer son budget. Mais avec la mise en production au large de Pointe-Noire, du champ émeraude, en quelques mois, il avait vu ses recettes augmenter considérablement. C'est donc le début de l'ère d'exploitation du pétrole. Le pétrole devient la première ressource de l'économie. Le 10 octobre 1976, le président Marien Ngouabi décide alors d'augmenter la fiscalité sur le pétrole. Elf n'apprécie pas cette décision de peur que cela donne des idées à d'autres pays. Mais Sassou prend acte de cette initiative qu'il va d'ailleurs exploiter dès son arrivée au pouvoir. Avec l'exploitation de ces gisements géants par la société Elf Congo, le Congo fait son entrée véritable dans le cercle des pays africains producteurs de pétrole. C'est donc durant cette période de boom pétrolier que Marien Ngouabi déclare, nous citant, « Le Congo va faire appel à la main-d'œuvre étrangère ». Fin de citation. Voilà donc au peuple congolais très succinctement la situation des conférences nationales qui a été tenue au pays. Et nous vous avions expliqué les raisons qui ont amené donc à faire cette conférence nationale. Alors, nous allons donc nous poser un certain nombre de questions. C'est ce que nous avons appelé alors le questionnement pour la conférence nationale de 1972. 1. Qui a donc initié la conférence nationale de 1972? Eh bien, la réponse, c'est Marien Ngouabi. 2. Pourquoi organiser la conférence nationale? C'est tout simplement parce que la situation devenait tendue dans le pays, tant sur le plan politique, économique que sur la gestion financière tribale de l'administration du pays. 3. Comment avait été organisée la conférence nationale? La conférence avait été organisée sous le patronage du Parti congolais du travail. N'oubliez pas que c'est le parti qui dirigeait l'État et que l'ordre de la conférence avait été établi justement par les membres du Parti congolais du travail, qui étaient d'ailleurs c'est eux qui animaient justement des commissions qui avaient été mises en place. 4. Quand avait été donc organisée la conférence nationale? Eh bien, la conférence avait été organisée du 31 juillet au 7 août 1972, soit 8 jours. 5. Où était organisée la conférence nationale? La conférence s'est tenue à Brazzaville. 6. Quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour la conférence nationale? Eh bien, en dehors des dispositions de sécurité prises pour le contrôle de routine, eh bien, l'armée n'avait pas été réquisitionnée. Et d'ailleurs, l'armée est restée en marge de cette conférence nationale. 7. Quels sont les participants à cette conférence nationale? Nous avons dit que c'était toutes les forces vives de la nation qui avaient pris part, et même les étudiants de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, avec l'association des étudiants congolais, avaient donc participé à cette conférence nationale. 8. Quel était le but de cette conférence nationale? C'était pour apaiser le climat dans le pays. Parce qu'il y avait déjà trop de coups d'État, et donc il fallait prôner le dialogue dans le parti, et puis dans les régions, donc dans le pays. 9. Quelles ont été les initiatives entreprises pour stabiliser le régime de Marien Ngouabi après donc à la sortie de cette conférence nationale? Eh bien, en effet, c'est que 4 personnes vont avoir la manette pour diriger le pays. D'abord, le président Marien Ngouabi lui-même en tant que chef d'État, Yombi en tant que chef d'état-major, M. Nzé en tant que chef du parti congolais du travail et M. Gando comme chef de la CSC.
Et puis par la suite, ils vont créer l'état-major spécial révolutionnaire où on trouvera Marien Ngouabi, Tissère Tchikaya, Sassou, Jean-Pierre Ngombe et puis Louis Sylvain Goma. 10. Quel était donc le bilan de cette conférence nationale? Ben, on ne va pas se leurrer la face pour dire que ça a été un échec, dans la mesure où toutes les résolutions sorties de cette conférence n'ont jamais été appliquées. Marien Ngouabi, qui soupçonnait voir le mal venir de loin, surtout de la partie sud du pays, avait ignoré que les commanditaires des coups d'État ou qui rendaient ce climat un peu morose étaient proches de lui. En l'occurrence, M. Sassou et M. Yombi, ses frères du Nord, qui finalement, 5 ans après, vont le tuer. Voilà, peuple congolais, un peu le questionnement qui résume cette conférence nationale. Peuple congolais, pour terminer, voilà donc les circonstances et les preuves irréfutables qui avaient donc contraint Marien Ngouabi à convoquer la conférence nationale. Malheureusement, les recommandations de cette conférence nationale n'ont jamais connu le début d'application et n'ont jamais fait sortir le pays du crime économique ni de la gestion tribalo-ethnique de l'administration dans laquelle l'avait plongé Marien Ngouabi. Dans la deuxième vidéo, qui va donc suivre, nous parlerons de la conférence nationale souveraine de 1991. Après notre questionnement de la conférence de 1972 que je venais de vous donner, on fera la même chose pour la conférence nationale souveraine. Nous pourrons donc enfin faire l'analyse de la conférence nationale bis qui nous a été proposée par les Congolais. Un moyen proposé pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Alors, la question qu'on se posera à la fin, ce moyen sera-t-il jugé efficace ou efficient dans notre combat qu'on est en train de faire? Eh bien, la réponse à toutes ces questions fera donc l'objet de la vidéo qui va suivre. Merci. Natubendie Saba sous la maison Yamoun wo sous la maison Yamoun wo Yanchi sous la maison Yamoun wo sous la maison Yamoun wo Samba kwanini samba Zeta kwanini zeta Yunga kwanini yunga Namona samumyanza zanga Bungu kuna kwemeno Bandu ya imbe yuwombele Uzonza bakutelele Yanchi zabazonza Sula meso Yamunuwa